Andrew Huberman. Maintenant, revenons en arrière dans le monde réel et évaluons ou réfléchissons à ce qui se passe lorsque quelqu'un fume du cannabis ou ingère du cannabis sous forme de produits comestibles, ou de teinture, ou quelque chose de ce genre. Le cannabis pénètre très rapidement dans la circulation sanguine. En fait, en 30 secondes, il va pénétrer dans le cerveau et s'infiltrer dans tout le cerveau et le corps. C'est très, très rapide. Je veux dire, si vous comparez cela avec quelque chose comme l'alcool ou même la nicotine, selon la façon dont la nicotine est délivrée, il s'agit d'une libération très rapide du composé psychoactif et biologiquement actif, qui, dans ce cas, est le THC et le CBD, et probablement quelques autres choses aussi. Ainsi, en 30 secondes, il atteint le cerveau et les tissus corporels. Et d'ici 30 à 60 minutes, il atteindra ses concentrations maximales et produira ses effets biologiques maximaux. Ce n'est pas toujours la même chose. Mais dans le cas du cannabis, et encore une fois ici, j'utilise cannabis comme une sorte de terme générique pour désigner le THC et le CBD, les effets vont culminer après environ 30 à 60 minutes. Après avoir introduit ces composés dans le corps d'une manière ou d'une autre. Et les effets ont tendance à durer de 3 à 4 heures. Bien qu'il y ait une certaine variation en fonction du métabolisme individuel, que quelqu'un soit familier ou non avec le composé, croyez-le ou non, psychologiquement familier, mais aussi biologiquement familier, ou si ou pas là. Première utilisation ou une utilisation occasionnelle, etc. Le THC, le CBD et d'autres composants du cannabis sont hautement lipophiles. C'est qu'ils ont une affinité avec les tissus adipeux et qu'ils peuvent réellement les traverser. Désormais, chaque cellule de votre corps, mais surtout les neurones, possède une double couche de graisse à l'extérieur. Et bien sûr, quand les gens entendent parler de graisse, ils pensent toujours, oh, la graisse est mauvaise. La graisse peu importe. La plupart des gens dans le monde semblent vouloir perdre de la graisse ou de la graisse corporelle. Ici, nous parlons de la membrane adipeuse, la barrière qui entoure chaque tissu. Dans ce cas, nous parlons notamment de neurones, et le THC, le CBD et les autres composants du cannabis sont très lipophiles. Ils peuvent donc pénétrer dans pratiquement toutes les cellules simplement en y affluant. Ils restent également longtemps dans ces cellules. Je sais donc qu'un certain nombre de personnes, selon qu'elles se font tester ou non pour le travail, ou pour le sport, ou autrement pour le cannabis, ou le CBD et le THC, ne prennent pas cela comme un chiffre strict. Mais généralement, si l'on ingère CBD ou THC, fume du cannabis, ingère par voie orale, etc. peu importe, il va rester dans ce tissu adipeux et peut être détecté au moins aussi longtemps que 80 jours après l'ingestion. Et il existe toute une industrie pour accélérer le dédouanement. Et cela devrait simplement vous dire que le simple fait de perdre de la graisse corporelle ne va pas l'éliminer de votre système. Peut-être partiellement dans ces cellules adipeuses, mais certainement dans la graisse viscérale et autres tissus adipeux qui se trouvent dans et autour du cerveau et du corps. Cela va pour héberger cette molécule de THC et la molécule de CBD pendant assez longtemps. Au moins 80 jours. Ainsi, si quelqu'un fume du cannabis ou ingère du cannabis, il pénètre très rapidement dans la circulation sanguine, et les composants psychoactifs qui pénètrent dans la circulation sanguine sont immédiatement capables d'accéder aux neurones et à d'autres cellules et commencent à avoir ces effets de stationnement sur ces
récepteurs cannabinoïdes endogènes et d'avoir un impact sur la signalisation entre les neurones, ce qui conduit au effet subjectif du cannabis, notamment le THC et CBD. Parlons donc de quels sont ces différents effets subjectifs. Encore une fois, cela varie selon que les gens digèrent ou non des variétés de cannabis sativa. Juste pour vous rappeler qu'il s'agit généralement des apostrophes. Une humeur élevée, d'une vigilance et d'un bavardage. Les personnes qui consomment des variétés sativa ont tendance à parler beaucoup plus qu'elles ne le feraient autrement. Encore une fois, il existe des exceptions à cette règle. Bien entendu, il existe des exceptions. Je suis sûr qu'il y a des gens qui crient, même si, je suppose, si vous êtes des gens calmes qui ne parlent pas trop, vous ne criez probablement pas. Ou si ce n'est pas le cas, vous ne le faites pas sur sativa. Blague voulue. Quoi qu'il en soit, il y a des exceptions. Mais il y a aussi des règles générales. Et les sativas ont tendance à rencontrer des gens d'humeur élevée, énergiques. Encore une fois, la tête haute. Et les variétés indica ont tendance à faire le contraire. Elles sont plutôt sédatives, relaxantes, etc. Pourquoi diable ferait-il ça? Ok. Eh bien, sans entrer dans une étude approfondie des différents systèmes de neurotransmetteurs du cerveau et du corps, ce que nous savons avec certitude, c'est que les récepteurs CB1 sont présents sur un nombre énorme de neurones différents dans les structures cérébrales et les circuits neuronaux, de sorte que le sativa variété qui agissent comme un stimulant rendant les gens heureux parce qu'en général, elles ont tendance à améliorer l'humeur, au moins à certaines doses. Bavardes, ont tendance à donner aux gens l'impression qu'ils ont des idées intéressantes qu'ils pourraient vouloir partager, ont tendance à se restreindre leur contexte. Cela a donc tendance à accroître la concentration. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent à propos du cannabis. Mais c'est possible. En particulier, les variétés sativa, qui peuvent augmenter le niveau de concentration des gens sur des choses particulières. Quelque chose qu'ils regardent, ou quelque chose qu'ils font, ou de la musique. Cela leur permet affiner leur concentration. Cela se produira par activation des récepteurs CB1 dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui se trouve juste derrière le front. Et le cortex préfrontal agit comme un puissant modulateur des circuits dits limbiques et d'autres circuits davantage orientés vers le stress. La façon de penser au stress dans les circuits limbiques tels que l'amygdale, dont beaucoup de gens ont entendu parler, et qu'il ne s'agit pas vraiment de circuits de peur et de stress. Il existe des circuits qui évaluent constamment notre propre état interne, notre fréquence cardiaque, etc., ainsi que ce qui se passe à l'extérieur. Et désolé de le dire, mais le défaut de ces systèmes est de détecter le danger. Les systèmes de détection des menaces. Et puis le cortex préfrontal agit en grande partie comme un frein sur ces systèmes. Comme les rênes tirant sur une monture de chevaux qui, autrement décollerait. Ainsi, les variétés sativa ont tendance à augmenter l'activation du CB1 dans le cortex préfrontal et dans d'autres circuits. Cela conduit alors à une réduction globale du stress en raison de la manière dont les circuits préfrontaux peuvent réduire l'activation de l'amygdale. Bien sûr, cela n'explique pas pourquoi certaines personnes deviennent très stressées et très paranoïaques lorsqu'elles fument des variétés sativa ou d'autres variétés de cannabis, ou lorsqu'elles ingèrent d'autres variétés de cannabis. Nous parlerons de effet paranoïaque et de la raison pour laquelle cela se produit et de qui pourrait prédire que cela leur arriverait dans un instant.
Mais je veux juste vous donner une idée de la façon dont cela fonctionne car, comme je l'ai déjà mentionné, le THC ou le CBD vont se lier à ce récepteur CB1. Disons que dans le cortex préfrontal, les neurones du cortex préfrontal vont s'y lier et il y aura alors une signalisation rétrograde vers le neurone présynaptique. Et dans le cas du cortex préfrontal, ce qui se passe, c'est une augmentation de la transmission, une augmentation de la libération du neurotransmetteur dans le cortex préfrontal. Cependant, en même temps, le même THC et le CBD qui ont été introduits dans le système se lient exactement au même type de récepteurs, les récepteurs CB1, dans d'autres structures cérébrales, telles que l'amygdale, et cela provoque une signalisation rétrograde vers les neurones présynaptiques de l'amygdale. Mais cela calme l'apostrophe activation de ces neurones. C'est donc intéressant. Nous avons les mêmes composés, le THC ou le CBD, introduits dans le corps et le cerveau, se liant aux mêmes récepteurs. Dans ce cas, les récepteurs CB1, mais selon l'endroit où se trouvent ces récepteurs et les zones du cerveau auxquelles nous faisons référence, soit ils provoquent des niveaux accrus de vigilance et l'activation de systèmes conçus pour vous rendre bavard. Votre vigilance, votre humeur, etc., votre concentration, soit ils provoquent la suppression de ces circuits. Nous avons donc ici un effet de bascule, où le même composé augmente l'humeur, la vigilance et la concentration dans le cortex préfrontal, et diminue le stress et la détection des menaces dans l'amygdale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les variétés de cannabis sativa, en particulier, permettent aux gens d'entrer dans ces états de concentration. Certains diraient même de flow. Cependant, je ne veux pas entrer dans les détails de ce que sont réellement les états de flux. C'est une discussion différente, et c'est très mal défini tel quel, et je ne veux certainement pas donner aux gens l'impression que le cannabis augmente les états de flux. Car ce n'est pas toujours le cas. Et ce ne sera certainement pas le cas le plus souvent. Mais l'idée ici est que cette molécule entre dans notre cerveau et déplace tout vers un état de concentration, une humeur élevée, un sens accru de l'importance de tout ce que nous faisons. Et maintenant, bien sûr, tout ce que nous pourrions faire pourrait être écrire une chanson, écrire de la poésie, communiquer avec quelqu'un. Mais cela pourrait aussi être quelque chose d'aussi trivial que regarder des dessins animés ou regarder un film. Ce qui n'est pas trivial en soi mais en termes de réflexion sur les aspects créatifs ou les aspects stimulant l'activité créatrice du cannabis. Et non orienté vers la productivité, une concentration si restreinte, une humeur élevée, plus détendue et pourtant énergique. Ce sont les principaux effets des variétés sativa, sauf, et 7 ans. Gros caractère gras, triple soulignement sauf chez certains individus. En fonction du dosage mais aussi en fonction des circuits neuronaux préexistants et de la propension à l'anxiété. Certaines personnes ingèrent ou fument du sativa, variété, et qu'il s'agisse ou non des apostrophes. Une variété de type I, de type 2 ou de type 3. Ok, quel que soit le rapport entre le THC et le CBD, les gens ressentiront une anxiété et une paranoïa intense. Maintenant, comment prédire qui connaîtra une anxiété et une paranoïa intense et qui connaîtra une relaxation, une concentration et un sentiment de créativité intense en ingérant ou en fumant une sativa de type I, de type 2 ou de type 3? Eh bien, il n'y a aucun moyen de prédire cela. Et il y a beaucoup de ce que j'appellerais l'histoire de la rue, ou l'histoire des dortoirs.
ou les pairs, non pas examinés par les pairs, mais discutés par les pairs. Je veux dire, entre amis, et les gens, et les connaissances savent que ce que l'on doit faire est simplement fumer plus, ou simplement ingérer plus. Vous entendez ça? Oh, eh bien, écoutez, si cela vous rend paranoïaque, vous devez simplement en consommer davantage. C'est absolument, catégoriquement faux. Tout ce que nous savons sur la manière dont le THC et le CBD agissent, c'est qu'ils ont tendance à se potentialiser, c'est-à-dire à augmenter les effets de ces différents systèmes au niveau de synapses données et dans différentes zones du cerveau et du corps. Autrement dit, si quelqu'un ressent de la paranoïa ou de l'anxiété à cause d'une variété donnée de plantes de marijuana, ou en ingérant un produit comestible d'une manière particulière, ou un type particulier de produit comestible, cette personne est très susceptible de ressentir le même effet à chaque fois qu'elle ingère cette variété ou variété. Cela fait partie de ce qui a conduit à cette énorme industrie. Je veux dire, il y a un certain nombre de raisons différentes, mais cela fait partie de ce qui a conduit à cette énorme industrie du cannabis hautement personnalisée, où les gens passent du temps à rechercher les différentes variétés de cannabis et les hybrides de cannabis qui conviennent le mieux et fonctionnent mieux pour eux dans des contextes particuliers. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous êtes une personne mesurant entre 5 pieds, 7 et 6 pieds et que vous avez les yeux bleus ou les yeux bruns, que les variétés sativa vous conviendront, ou que les variétés sativa, je vais te donner des crises de panique. Je ne peux pas faire ça. La seule façon de le déterminer serait de faire l'expérience de les ingérer ou de les fumer. Ce qui n'est certainement pas non plus ce que je suggère. C'est à vous de décider. Je ne vous dis pas quoi faire ou ne pas faire. Mais il n'existe pas de bon prédicteur. En fait, si vous regardez la littérature, il n'est pas du tout clair que les personnes qui ont un niveau d'anxiété accru lorsqu'elles ne fument pas de cannabis ressentiront le cannabis comme étant moins paranoïaque ou plus relaxant. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les catégories générales d'effets, telles qu'une concentration accrue et une réduction de l'anxiété, sont en grande partie dues à activation de zones telles que le cortex préfrontal. Maintenant, contrairement à d'autres composés, comme la nicotine, ou l'alcool, ou des systèmes de neurotransmetteurs comme la dopamine, lorsque nous parlons du système cannabinoïde, et je dis effet biologique, effet psychoactif, je veux que vous gardiez toujours à l'esprit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que ces effets peuvent être variés et souvent dans des directions opposées. Alors donnons simplement un exemple. Je viens de mentionner que lorsque les gens fument ou mangent du sativa, cela a tendance à conduire à un ensemble spécifique d'effets, ou conduit généralement à un ensemble spécifique d'effets, une concentration accrue, une humeur, etc. Alors que lorsqu'ils ingèrent ou fument de L'(indica et ses composants. D'accord. Encore une fois, nous parlons toujours de THC et de CBD dans des proportions variables. Mais maintenant, le cannabis indica et disons, eh bien, pourquoi cela améliorerait-il le temps de transition vers le sommeil? Ou du moins donner l'impression aux gens que cela améliore le temps de transition vers le sommeil? Nous parlerons dans un instant de ce que fait réellement l'indica pour dormir. Mais l'indica a également tendance à supprimer l'activation de l'amygdale et des centres de détection des menaces dans le cerveau. Encore une fois, il s'agit de lier les mêmes récepteurs CB1 et ces mécanismes de signalisation rétrograde dont nous avons parlé précédemment.
Mais cela tend également à désactiver l'hippocampe, une zone du cerveau associée à la mémoire. C'est pourquoi les variétés indica conduisent à des effets prononcés, ou je devrais disons de profonds défauts dans la mémoire à court terme et parfois aussi dans la mémoire à long terme si elle est consommée sur de longues périodes. Nous parlerons de consommation à court, moyen et long terme, de consommation occasionnelle à l'avenir. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de cet élément de la discussion, c'est tout d'abord le mécanisme d'action par lequel le cannabis a un impact sur le cerveau et le corps, mais en particulier sur le cerveau, via les récepteurs CB1. Et ces récepteurs CB1 peuvent conduire soit à une accélération, soit à un freinage de mécanismes biologiques particuliers. Et il y aura une constellation des apostrophes, accélération et de freinage différents des différents systèmes neuronaux dans le cerveau et le corps selon que les gens ingèrent ou non une sativa, une indica ou une variété hybride. Et peut-être plus importante encore, même si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit sur la biologie de ces différentes souches et de leurs récepteurs. Comprenez qu'il n'y a aucun moyen de prédire quel sera l'effet d'une souche donnée sur un individuel. Des recherches approfondies ont été menées pour déterminer si les personnes soient, disons, plus douces ou plus anxieuses, ou un certain nombre de dimensions de personnalité différentes réagiraient d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, il n'y a aucun moyen de le savoir. À cela s'ajoute le fait que le dosage du THC et du CBD peut être assez simple, sous forme de produits comestibles car il peut y avoir, du moins, s'il s'agit d'une source contrôlée, un nombre défini de milligrammes de THC, un nombre défini de milligrammes de CBD. C'est vrai pour les produits ingérables. Il est beaucoup plus difficile de mesurer cela à partir des formes fumables de cannabis. Surtout si ces formes fumables de cannabis sont obtenues auprès de sources où il n'y a pas beaucoup d'informations claires sur la quantité totale de THC contenue dans ce produit. Aujourd'hui, tout cela change beaucoup en raison de la commercialisation des produits à base de THC, de CBD et de cannabis dans de nombreuses régions différentes, notamment aux États-Unis. Mais de nombreuses personnes ingèrent encore du cannabis, du THC et du CBD via des sources dont elles ne savent pas vraiment quelle quantité elles apportent dans leur système. Et donc, qu'une personne obtienne ou non un incroyable soulagement de l'anxiété, un meilleur sentiment d'humeur, de concentration et de bien-être, un soulagement de la douleur, etc. Ou qu'elle ait ou non de véritables crises de panique, etc. est très difficile à prédire sur la seule base des informations sur la posologie. Maintenant, bien sûr, nous pouvons créer de larges catégories, et nous allons parler d'études qui créent de larges catégories, de faibles doses, de doses modérées et de doses élevées, d'utilisation fréquente et d'utilisation peu fréquente. Mais contrairement à l'alcool et à la nicotine, nous ne pouvons pas vraiment indiquer la spécificité d'une quantité X de grammes d'alcool par semaine, c'est-à-dire pour une quantité X alcool, ce qui n'est pas sûr. Et donc je sais que beaucoup de gens se demandent à quelle fréquence peuvent-ils fumer du cannabis, ou à quelle fréquence peuvent-ils manger du cannabis, du THC ou du CBD, sous différentes formes et produits, en toute sécurité. Eh bien, nous devons vraiment définir ce que signifie sécurité. Et nous devons vraiment reconnaître qu'il existe un ensemble de contrôles assez lâches sur ce que l'on apporte dans son cerveau et son corps lorsqu'il ingère du THC et du CBD. Mais même dans des conditions très contrôlées,
il est très difficile de prédire quels seront ses effets. Donc, avant d'entrer dans les détails de la consommation ou non de cannabis, de qui ne devrait pas, quels sont les objectifs médicinaux et ce que suggèrent certaines des données les plus récentes et passionnantes. Je voudrais juste brièvement dresser une liste. Et je le promets très brièvement. Je sais que je ne suis pas souvent concis, mais j'essaie d'être minutieux pour votre bien. Je souhaite dresser une très brève liste des différentes zones du cerveau qui sont touchées par le THC et le CBD, et expliquer pourquoi le THC et le CBD ont leurs différents effets lorsqu'une personne fume ou ingère du cannabis, quel que soit le taux de THC ou de CBD. Si elle présente des déficits de mémoire, et cela est presque toujours présent, cela sera dû à une réduction de l'activité électrique dans cette région du cerveau que nous appelons l'hippocampe. Hippocampus signifie hippocampe. Il a la forme d'un hippocampe. Les anatomistes aiment nommer les choses des apostrophes après leur apparence. Mais sur l'hippocampe, la mémoire est réduite, notamment la mémoire à court terme. C'est vrai que l'apostrophe, on consomme ou non une sativa, une indica ou un hybride. En général, le cortex préfrontal va être activé par les variétés sativa, ce qui va augmenter la réflexion et limiter étroitement la concentration sur certaines activités. Et cela est plus communément associé aux variétés sativa. Les variétés indica, comme je l'ai mentionné précédemment, ont tendance à conduire à une suppression de l'activité du cortex préfrontal. Croyez-le ou non, et éteignez la réflexion et la planification. C'est pourquoi les variétés indica sont souvent utilisées pour la relaxation et pour favoriser le sommeil, qu'il s'agisse d'une variété sativa ou indica. Et encore une fois, quel que soit le rapport THC-CBD, il existe une suppression générale des circuits neuronaux au sein des noyaux gris centraux et du cervelet. Les noyaux gris centraux et le cervelet sont des zones du cerveau qui sont impliquées dans la planification de l'action et dans la retenue de l'action, ce qui constituerait ce que l'on appelle les circuits go-no-go des noyaux gris centraux, et le cervelet, qui participe à l'équilibre mais aussi à la planification motrice et au séquençage moteur. C'est pourquoi les personnes qui fument de la marijuana, quelle que soit la variété, auront tendance à être moins mobiles physiquement. D'autres effets courants sont une rougeur des yeux et une sécheresse de la bouche. Cela est en fait dû au même mécanisme général, à savoir une réduction de la sécrétion de salive et de larmes et une lubrification des yeux par les glandes lacrymales des yeux en raison de la présence de récepteurs, en grande partie CB2 mais aussi CB1 dans la bouche et sur le yeux. Et il y a généralement, surtout avec certaines variétés de cannabis, une augmentation de l'appétit, ce qu'on appelle des fringales. Et cela a tout à voir avec une très haute densité de récepteurs CB1 dans l'hypothalamus, et en particulier dans des zones de l'hypothalamus comme le noyau arqué de l'hypothalamus. D'autres zones également, bien sûr, dans lesquelles des tonnes de récepteurs CB1 se lient. Le THC et le CBD activent les neurones qui stimulent fortement l'appétit grâce à deux mécanismes. L'un est un mécanisme cognitif, créant une préoccupation pour la nourriture et une anticipation du goût, ainsi que expérience du goût. Donc, il faut se concentrer sur ce que vous voulez manger. Tu as vraiment envie de pizza. Il semble que ce soit des aliments riches en graisse et en glucides. Mais j'ai vraiment envie de pizza et je me concentre de manière à ne penser à rien d'autre. Mais aussi la signalisation de
l'hypothalamus vers l'intestin vers les neurones de l'estomac lui-même qui régule la glycémie. Le THC et le CBD ont donc de forts effets sur la glycémie, qui entraîne généralement une augmentation de l'appétit. Donc deux mécanismes parallèles. Un dans le cerveau, un dans le corps, augmentant l'appétit. Il existe donc toute une gamme d'effets différents. Et comme je l'ai déjà mentionné, les récepteurs CB1 sont présents dans tout le système nerveux du cerveau. La moelle épinière. En fait, la présence de récepteurs CB1 dans la moelle épinière explique en grande partie le fait que le THC et le CBD, dans une certaine mesure, bien que peu étudiés, puissent apporter un certain soulagement de la douleur. Je devrais en dire quelques-uns. Car beaucoup de gens perçoivent ou croient que le cannabis leur soulage davantage la douleur qu'ils ne le ressentent réellement. Cela a en fait beaucoup à voir avec un changement de perception vers une concentration essentiellement sur d'autres choses. Mais il semble y avoir des effets antinociceptifs, c'est-à-dire antidouleurs, du cannabis THC en particulier, et cela s'exerce en grande partie par les effets sur les récepteurs CB1 dans les neurones de la moelle épinière. Ainsi, un large éventail des effets se produisent quelle que soit la variété que vous prenez, et que vous mangiez ou non du cannabis, ou que vous le fumiez. Et le large éventail d'effets peut s'expliquer par le fait que la signalisation rétrograde peut conduire à l'activation ou à la suppression de l'activité de divers neurones. Lecture de musique.